Bonjour les enfants pour ceux qui viennent d'arriver ou rebonjour pour ceux qui ont vu la vidéo préparatoire. Nous arrivons donc à la traduction de la fable de Phèdre qui inspira Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Vous constatez que je ne donne pas de titre à la fable de Phèdre parce qu'on n'avait pas de titre à l'époque. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le premier vers du poème et que ça équivalait à un titre. C'était un moyen de reconnaître le poème. On va le lire d'abord en entier, puis morceau par morceau en beau français, puis une juxtalinéaire, et enfin l'analyse très fine où je vous tiens par la main. N'ayez pas peur, je vous explique absolument tout. Allez, je lis. Ad reum eundem lupus et agnus venerant iticum pulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Tunc, fauce improba latro incitatus, iurgi causam intulit. Cur inquit turbulentam fecisti mihi aquam bibenti, laniger contra timens. Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe, a te decurrit ad meos haustus liquor. Repulsus ille veritatis virebus, ante hos sex menses male ait dixisti mihi. Respondit Agnus, equidem natus non eram, pater Hercle tuus, ille inquit, maledixit mihi. Atque ita correptum lacerat in justa nece. Haec propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt. On attaque la traduction. Ad rivum eundem, au même ruisseau, lupus et agnus venerant, un loup et un agneau étaient venus, siticum pulsi, poussés par la soif. Superior stabat lupus, en amont se tenait le loup, longeque inferior, agnus, et au loin, en aval, l'agneau. Qu'est-ce que ça nous donne morceau par morceau? Lupus et agnus, un loup et un agneau, comme pulsiciti, poussés par la soif, venerant, était venu, plus que parfait, ad rivum eundem, au même ruisseau, vers le même ruisseau. Lupus stabat superior, le loup se tenait plus haut, que agnus longe inferior, et l'agneau, au loin, plus bas. Ce que, on le retrouve toujours après un nom, il était après le longe, et c'est l'équivalent du et. Dans le détail, qu'est-ce que ça nous donne? J'ai pour ma première phrase un verbe que je vous ai mis en rouge, venerant, qui est le verbe venio, venis, venire, veni, ventum, à savoir par cœur, c'est le verbe venir. Donc il est au plus que parfait. Vous irez regarder dans votre tableau de conjugaison à quoi ça correspond exactement. Donc, était venu, et il est à la troisième personne du pluriel. Le sujet de ce verbe, quel est-il? Lupus et agnus, un sujet au pluriel. Lupus et agnus est nominatif, sujet de venerant. Jusqu'ici, tout va très bien. En début de vers, j'ai ad rivum eundem. J'ai un élément qui est mis en valeur au début de mon vers. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un groupe prépositionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une préposition qui régit un nom juste après ou un groupe nominal. Donc un groupe prépositionnel. Ici, ad rivum eundem. De quoi s'agit-il exactement? Ad, avec un accusatif, indique le lieu où l'on va. D'accord? C'est un complément circonstanciel de lieu qui implique un mouvement et qui indique le lieu vers où je vais. On peut l'utiliser aussi d'une autre manière. Il peut avoir le sens de aller près de quelque chose, pas aller jusqu'à l'intérieur de quelque chose, aller près de. Pour dire aller jusqu'à l'intérieur, je vais employer in avec un accusatif. Alors ici,
Où se trouve-t-il exactement? Près de quoi se trouve-t-il? Près d'un même ruisseau. Riwum, c'est riwus, riwi, le ruisseau. Et eundem, c'est idem, eadem, idem. Vous reconnaissez peut-être ici is, ea, id. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Retenez que idem et adem, idem, ça veut dire le même, la même. À l'accusatif, il donne eundem. Vous l'apprendrez plus tard si vous ne le connaissez pas. Donc j'ai bien lupus et agnus, un loup et un agneau. Welerant était venu ad rium eundem, à un même ruisseau. Siti comme pulsi. Ma phrase n'est pas terminée. J'ai cet élément qui est ici. Siti comme pulsi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, comme pulsi, en fait, c'est le participe parfait d'un verbe que je vous ai mis ici, compello, compellis, compellere, compuli, compulsum, qui veut dire pousser, pousser quelqu'un, et qui peut avoir le sens de réduire à quelque chose. D'accord? C'est un verbe très commun. En fait, pello est préverbé avec cum. On a d'autres manières de préverber ce verbe. On peut avoir expello, on peut avoir repello. Donc c'est pello, pellis, pellere, pepuli. Pour en revenir à mon texte, comme pulsi, eh bien, c'est le participe parfait. Je suis parti du supin. Il faut vraiment que je parte du supin indiqué dans le dictionnaire. Comme pulsum, d'accord? Donc j'ai comme pulsum, mon supin qui est là. Et puis, j'obtiens au participe parfait, ou participe passé en français, comme pulsus, comme pulsa, comme pulsum. C'est comme ça qu'on dit chasser et en latin, ou réduit à en latin, d'accord? Comme pulsus, comme pulsa, comme pulsum. Dans mon texte, je vois qu'on a la désinence i, comme pulsi. C'est un nominatif pluriel. Le loup et l'agneau, lupus et agnus, comme pulsi, poussé, réduit à. Et je vous ai dit que mon participe parfait avait un sens passif, et donc qu'il est accompagné d'un complément d'agent. Qu'est-ce qui pousse mon loup et mon agneau? Par quoi sont-ils poussés? Eh bien, ça m'est donné par un ablatif, le complément d'agent est à l'ablatif, et c'est le mot qui est ici, siti. Siti, du latin sitis, sitis, la soif, d'accord? Ils sont donc poussés, siti, par la soif. On n'a pas ab devant siti, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait ab avec un ablatif, oui, certes, mais seulement pour les êtres animés. La soif n'est pas un être animé, donc on met l'ablatif tout seul. Passons à la deuxième phrase. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Vous reconnaissez un balancement, supérieur, inférieur. Mon sujet, c'est lupus, c'est aussi agnus, et surtout mon verbe, c'est stabat. C'est le verbe sto, stas, stare, steti, statum. C'est pareil, on doit le connaître absolument. Il signifie se tenir, d'accord? Se tenir quelque part. Et là, on l'a à l'imparfait. Vous reconnaissez peut-être le suffixe ba qui caractérise l'imparfait. Donc au lieu de stat, j'ai stabat. Bon. Ce verbe est commun à deux sujets différents, à lupus et à agnus. On n'a pas lupus et agnus stabant. On a lupus stabat et agnus stabat. En fait, ce verbe n'est pas répété par la suite. D'accord? Donc, le loup se tient, lupus stabat, agnus stabat, et l'agneau se tient. Où est-ce qu'ils se tiennent exactement? Le loup se tient supérieur au-dessus. Alors ce supérieur, c'est le comparatif d'un adjectif superus, supera, superum, qu'on va traduire par en haut. Je n'ai pas de terme d'adjectif qui corresponde à superus exactement. Donc je vais dire en haut quand je le trouve en latin, littéralement le loup au-dessus.
se tient, d'accord? Et même le loup plus au-dessus. Le comparatif, on le produit en latin en enlevant le ous, la désinence, et en la remplaçant par ior, concernant le masculin et le féminin. C'est pour ça que j'obtiens littéralement le loup supérieur au-dessus, stabat, se tient. Longeque. Et au loin, longe, c'est un adverbe qui signifie au loin, qui peut signifier de loin. Donc je pourrais dire au loin, longeque, agnus, stabat, inférieur, ou agnus inférieur stabat, l'agneau, plus en dessous, se tient. Inférieur, qu'est-ce que c'est? C'est le comparatif de inferus, infera, inferum. En bas, il devient inférieur au comparatif, et donc ça va donner l'agneau inférieur plus en dessous. Je vous fais remarquer une ou deux petites choses. La première chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un comparatif qui est employé qu'il a forcément un complément. On n'a pas décrit qu'il est plus au-dessus que, ou que l'agneau est plus en dessous que. On a simplement au-dessus, plus au-dessus, c'est tout à fait possible en latin. Et puis, je vous ai donné une ou deux indications ici pour que vous reteniez le vocabulaire. En fait, superus, on peut le rapprocher d'une préposition super, qui, suivie d'un accusatif, signifie sur quelque chose. Par exemple, super terram, sur la terre. D'accord? Ce superus, il est employé comme un adjectif en latin, rappelez-vous bien de ça. Par exemple, superus deus, le Dieu en haut. J'ai écrit d'en haut, j'aurais dû mettre le Dieu en haut, le Dieu au-dessus, c'est-à-dire le Dieu céleste, celui qui est dans le ciel. Inferus, en fait, c'est le contraire de superus, et inférieur fait aussi le pendant de supérieur. Donc entre deux choses, on est plus au-dessus ou plus en dessous. Lisons la suite. Tunc fauce improba latro incitatus urgi causam intulit. Alors, par une gorge vorace, le brigand excité prétexta une querelle. Cours, pourquoi? Inquit turbulentam fecisti mihi, aquam bibenti. Pourquoi m'as-tu rendu l'eau trouble, dit-il, pendant que je bois? J'ai bien écrit pourquoi m'as-tu rendu l'eau trouble, on y reviendra. Mot à mot, ça nous donne tunc, alors, latro, le brigand. Alors latro, c'est un terme qui pouvait désigner des guerriers, des soldats, mais qui va désigner de façon très générale les voyous, les brigands qui rôdent. Donc tunc, latro, alors le brigand. Incitatus, excité. Fauce improba, littéralement, par une gorge malhonnête. Intulit, porta. Causam, une cause, iurgii, de litige. Cours, fecisti, pourquoi as-tu fait, mihi, à moi, bibenti, buvant, aquam, turbulentam, l'eau troublée, inquit, dit-il. Dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? La phrase commence par un adverbe, tunc, un adverbe temporel, qui signifie « alors ». Bon, ça c'est fait. Ensuite, mon verbe, où est-il? Eh bien, il est à la fin. Intulit. Intulit, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe infero, d'accord? En fait, c'est le verbe fero avec un préverbe in. Fero, fers, ferre, tuli, latum. Ici, ça va donner infero, porter dans, littéralement. Infero, infers, inferre, intuli, illatum. Illatum et non pas in latum. J'ai mon verbe. En fait, mon verbe est au parfait. D'accord? Littéralement, il a porté dans. D'accord? Il est au parfait et à la troisième personne. Il me faut un sujet pour mon verbe et certainement des compléments. Alors, mon sujet, qu'est-ce que c'est? C'est latro incitatus. Je recherche ce qui est au nominatif. D'accord? Latro, précisément, c'est le voleur. En latin, latro, latronis. On a un vocabulaire qui est assez courant dans ce texte. Latro, latronis, le voleur.
qui désigne en fait le loup. Donc le loup est déjà présenté comme quelqu'un qui a, dirais-je, l'habitude d'être coupable. Notre nom latro est suivi, tiens, de incitatus, un participe qui s'accorde avec lui. Incitatus, qu'est-ce que c'est? C'est incito, incitas, incitare, incitavi, incitatum. Ça veut dire stimuler, exciter, d'accord? Secouer, hein, on pourrait dire. C'est quand on est secoué, vraiment. À partir de incito, j'obtiens un supin incitatum. Je remplace le par incitatus, incitata, incitatum, masculin, féminin, neutre, et ça y est, j'ai mon participe parfait. J'ai donc latro, le voleur, incitatus, excité, et excité par quelque chose. Le participe parfait a un sens passif, je vais le redire 1 million de fois. Il a un sens passif, on peut donc imaginer qu'il existe un complément d'agent. Ce n'est pas toujours le cas, et on va chercher quand même un ablatif qui sera certainement le complément d'agent. C'est le cas ici. J'ai un ablatif, alors il n'est pas évident, hein, c'est faouqué. Faouqué, ça veut dire la gorge, d'accord? C'est la gorge pour le corps humain, ça se dit aussi pour le paysage, c'est un terme de topographie. En principe, ce terme n'existe qu'au pluriel en latin, c'est un nom de 3e déclinaison, fauces, faucium. En poésie, on a tendance à prendre des libertés, on parle de licence poétique avec les singuliers et les pluriels. Ici, on l'a au singulier, on va le traduire par la gorge, ça ne nous dérange pas, ou plutôt, on dira latro incitatus, le voleur excité, faouqué, par la gorge, et mon nom ici n'est pas tout seul, on a un adjectif qui s'accorde avec lui, donc tout ça, faouqué improba, c'est le complément d'agent de incitatus à l'ablatif, faouqué improba, une gorge littéralement malhonnête, c'est l'adjectif improbus, improba, improbum. Et je vous mets en dessous que cela signifie en réalité insatiable. C'est ça qu'on entend par malhonnête, c'est dans le sens qui dépasse les bornes, d'accord? Qui dépasse les bornes, qui est insatiable. Une dernière petite remarque sur le nom de latro. Je pense qu'il y a un jeu de mots entre latro, le voyou, dans ce texte, et un verbe. Latro, latras, latrare, qui signifie aboyer. Étymologiquement, j'ai vérifié dans le dictionnaire étymologique de la langue latine, ils n'ont pas la même origine. Le verbe et le nom n'ont pas la même origine, mais on a certainement un jeu de mots là entre latro, latras, latrare, qu'on traduit généralement par aboyer, mais ça peut concerner des cris de plusieurs animaux en général et pas uniquement des chiens. Notre voyou là, poussé par une gorge malhonnête, par une faim insatiable, que fait-il? Intulit, on l'a dit, hein, c'est mon verbe, il porta dans, c'est le verbe infero, ah ben je l'ai mis là. Infero, infers, inferre, intuli, illatum, porter dans. Et qu'est-ce qu'il a porté exactement? Je vais chercher à côté si j'ai des noms qui sont des compléments de mon verbe. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve un nom, causam, qui est à l'accusatif. Et effectivement, c'est un accusatif complément d'objet de intulit. Alors causa, on le traduit trop souvent par cause, c'est possible, hein, mais on peut le traduire par le motif, la raison. Le prétexte aussi, c'est le cas qui nous concerne, on va retenir le prétexte. Sachez que le mot causa peut désigner de manière générale une affaire, un procès. D'accord? Je vous le dis comme ça, je vous le dis en passant. Ici, ça veut dire le prétexte. Donc littéralement, il porta, on va oublier le dans, hein, on va dire il porta, causam, un prétexte. Yurgi. Yurgi, qu'est-ce que c'est? C'est yurgium, yurgii, c'est pour ça qu'on a 2 i. On a un radical qui se finit en i, d'accord? C'est un nom qui est au neutre, c'est pour ça que j'ai 2 i ici. Un du radical et un de la désinence. Yurgii signifie la querelle ou le litige. C'est un génitif, d'accord? Yurgii. Et c'est un génitif complément du nom causam, donc il vient préciser. Il apporte une précision sur causam. Donc littéralement, j'ai le voyou, latro, intulit, porta, causam, un prétexte, yurgii, de querelle ou de litige. Donc moi, je l'ai traduit, je crois, par ide prétexta, une querelle. Quel est donc l'objet de cette querelle exactement? Quelle est la question posée
au tribunal que nous sommes nous, auditeurs de la fable, cours, inquit, turbulentam fecisti mihi aquam bibenti. Je vais vous demander de vous accrocher un petit peu pour celle-là. Il y a toujours un moment où on s'accroche. Cours, c'est un adverbe interrogatif. Il signifie pourquoi. C'est pas compliqué. Cours, pourquoi. Inquit, ça veut dire dit-il. Cours inquit. Je n'ai pas de nom au nominatif. Et je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que mon verbe est à la deuxième personne. C'est fecisti. Le verbe facio. Alors là, c'est pareil, il faut le savoir absolument. Facio, facis, facere, feci, factum. Le verbe faire. Id à la deuxième personne du parfait feci. Feci, première personne, fecisti, deuxième personne. Donc le loup, ce voyou, s'adresse à l'agneau. Cours, fecisti. Pourquoi as-tu fait? Ou plutôt, fecisti mihi, pourquoi m'as-tu fait? Aquam turbulentam, l'eau troublée. Bibenti, pendant que je bois. D'abord, je vais prendre simplement ce groupe nominal, je vous l'ai remis en dessous, aquam turbulentam. Il est à l'accusatif, il est formé de aqua, aquae, l'eau, et de turbulentus, turbulenta, turbulentum, un adjectif. Alors cet adjectif, il peut avoir deux sens. Il peut avoir un sens actif, qui trouble, d'accord, quelque chose qui provoque le trouble. Il peut avoir un sens passif, troubler, le fait d'être troublé. C'est le cas ici. Aquam turbulentam, c'est l'eau troublée. On a un accusatif en latin qui, en fait, est un complément d'objet du verbe fecisti. J'ai donc cours fecisti. Pourquoi as-tu fait? Aquam, l'eau, turbulentam, troublée. Ce que j'ai traduit par pourquoi as-tu rendu trouble, si je ne dis pas de bêtises. Ce que j'ai traduit par pourquoi as-tu rendu l'eau trouble, si je ne dis pas de bêtises. Et puis j'ai deux autres mots ici qui sont au datif, mihi, bibenti. Alors c'est pas évident, hein, si vous découvrez la troisième déclinaison et la déclinaison des pronoms, je peux vous l'accorder, mais je vais vous expliquer les choses. Ne vous inquiétez pas, vous le notez, si c'est trop compliqué, vous le comprendrez plus tard. Mi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le datif du pronom personnel ego. Moi, je. Je dis bien moi, je. Quand on dit ego en latin, quand on emploie le pronom personnel, c'est pour appuyer, toujours. Donc ego, ça veut dire moi, je. Ce pronom personnel se décline. Au datif, il donne mihi. D'accord? Comme dans la phrase mihi est diber. Le livre est à moi. C'est mon livre. Mihi fecisti. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, mihi, c'est un cas particulier du datif qu'on appelle le datif d'intérêt. Je vais vous donner un exemple en français, un exemple très simple. Vous êtes en train de travailler, et puis le professeur passe dans les rangs, il vous dit « Bon, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Vous ne lui répondez pas de manière naïve pour ne pas dire nièce, « je vous ai rien fait, je vous ai pas insulté. » Non, évidemment. Pourtant, le professeur vous a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Pourquoi est-ce qu'il dit « m'a fait » et pas simplement « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il veut vous faire comprendre qu'il est impliqué dans ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on appelle en latin un datif d'intérêt. Je vous donne un autre exemple. « Ah, mais c'était bien et là tu m'as tout fichu en l'air. » Pour résumer donc, ce datif d'intérêt exprime le fait qu'une personne est impliquée dans l'action, l'action qui est exprimée par le verbe. Il faut retenir que cette implication ne se fait pas toujours au bénéfice de la personne. Elle peut se faire au détriment de la personne. C'est le cas ici. Donc pourquoi m'as-tu troublé? On aurait pu mettre pourquoi m'as-tu troublé mon eau même, appuyer encore un petit peu. J'ai donc expliqué mon mihi et mon bibenti. Qu'est-ce qu'il fiche là? Bon, mon bibenti, c'est un participe présent du verbe bibo, le verbe boire. Bibo, bibis, bibere, bibi, et là, j'ai un tiret. Je n'ai pas de supin pour ce verbe, du moins pas en latin classique. En fait, en latin tardif, plus tard, on va retrouver le supin bibitum. Mais en bon latin classique de César et de Cicéron, on va l'oublier. C'est le verbe boire.
Ce verbe est passé au participe présent. Bibo est devenu bibens, bibentis. Buvant, d'accord? Et il est accordé à quoi? Il est accordé à mihi, au datif. Littéralement, à moi, mihi, bibenti, buvant. Alors, là, on a un cas de figure particulier. Je pourrais dire à moi qui boit. Je vous ai dit que le participe en latin, si on le met tel quel en français, souvent ça fait quelque chose de très maladroit. Et le mieux pour commencer, c'est de le remplacer par une proposition relative. Donc moi qui bois, ça pourrait marcher. Le participe présent et le participe passé peuvent exprimer certaines nuances. En fait, on en a 4. Vous avez la nuance temporelle, pendant que, c'est celle qu'on va choisir. Vous avez la cause parce que. Et puis, vous avez aussi la condition et la concession. Pour le moment, je les laisse de côté. Donc, si vous voulez faire une traduction fine, eh bien, vous pouvez considérer que ce participe-là, bibens, bibentis, datif bibenti, a un sens temporel. C'est comme cela que je l'ai traduit. Et j'ai mis pendant que je bois. Ce bibenti à lui tout seul, je l'ai traduit par une proposition subordonnée pendant que je bois, avec un sens temporel, avec une simultanéité.